Bienvenue au Polysécure, épisode sur l'actualité. Je suis avec Vincent. Salut! Et on essaie une autre fois d'enregistrer en présentiel. J'espère que cette fois-ci va être un peu moins chaotique que la dernière, du moins au niveau du montage. Commençons avec les shameless plugs, COVID-19, lavage de mains, le port du masque, vaccination, distanciation. On s'aligne pour une 4e vague. Ça serait très dommage qu'on ça nous touche et qu'on en vive les conséquences. Ça a déjà été assez difficile les 3 premières. Si on peut s'éviter une 4e, ça serait fort apprécié. DEFCON ce week-end, au moment de l'enregistrement, donc on enregistre le 4. Fait que le 6, 7, 8 en virtuel et en présentiel. En présentiel, il est trop tard là, pour ceux qui auraient aimé pouvoir y aller. Par contre, en virtuel sur Discord, allez voir, c'est possible d'assister à un certain nombre de conférences très intéressantes. 7 au 9 septembre, le FIC, probablement que je vais réussir à pouvoir y aller. Ça va faire un premier voyage depuis très longtemps, fait que j'ai très hâte. 12 au 17 octobre, Printemps numérique présente Montréal Connect, dans lequel je vais faire une présentation. Avril 2022, la semaine numérique dont le Sécure va revenir également. Commençons avec une première nouvelle de Vincent sur le fait que les designers sont remplacés par de l'intelligence artificielle. Oui, un petit article, écoutez, intéressant, d'actualité, impressionnant ou épeurant dépendamment de votre domaine professionnel. Mais l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée au sein de différentes compagnies. Des fois, vous n'avez même pas l'idée, vous avez même pas idée à quel point l'intelligence est artificielle avec des éléments qu'on vous présente d'un point de vue marketing, d'un point de vue distribution visuelle, etc. Souvenez-vous, il y a eu un test il y a 3 ou 4 ans, 5 ans, dans une base de données musicale avec plusieurs millions de chansons où on a demandé à une intelligence artificielle de faire un répertoire et de faire la production d'une chanson qui a été extrêmement impressionnant avec le type musical, la mélodie, etc., etc. Alors, pourquoi pas utiliser l'intelligence artificielle pour produire des logos à partir de formes, de couleurs, d'éléments esthétiques. Il s'agit d'y montrer, de l'éduquer, de l'accompagner, en fait, dans des formes esthétiques, etc. Puis, au bout d'un certain temps, on le laisse aller et puis ça peut... en fait, c'est pas comme un humain là qui prend le temps de faire son dessin, de dormir dessus, se réveiller. L'intelligence travaille 24 heures sur 24, donc peut probablement produire des logos, entre autres, à la vitesse de la lumière. Donc, ça peut être plusieurs dizaines, voire des centaines de types de logos à la journée. Et puis, de tous les styles, de tous les acabits, pour justement... aider les compagnies, les jeunes pousses ou même les vieilles pousses qui sont là depuis longtemps à redorer, peut-être, non pas redorer, c'est péjoratif, mais se recentrer sur l'actuel puis se moderniser en fait. Ben, de façon, en plus, puis il y a d'un côté, dans ce cas du monde artistique, sont un peu outrés par l'usage de l'intelligence artificielle, entre autres pour la musique, ce genre de choses-là. Avec raison, parce que l'intelligence artificielle n'a pas d'émotion dans laquelle elle fait un rendu. Par contre, comment la musique de façon générale ou les arts de façon générale, de façon commerciale, c'est rendu. C'est juste un produit de marché qui sont vendus. Donc, est-ce que je suis troublé dans ces circonstances-là? Non, parce qu'on essaie de plaire au plus grand nombre. Et c'est là où l'intelligence artificielle excelle le plus. Plaire au plus grand nombre, on réussit à trouver le dénominateur commun qui va justement nous amener dans un contexte où c'est sûr que ça va réussir, c'est sûr que ça va plaire. Est-ce que ça va être novateur? Probablement pas. Est-ce que ça va être funky? Probablement pas. Mais ça va faire ce que la plupart des gens recherchent de toute façon. Oui, mais qu'est-ce qui va manquer à ça? Regarde, ton point, écoute, tu viens de mettre les bases. Le monde artistique. Ils sont outrés, effectivement. Le marché artistique présentement, c'est rendu une business. C'est rendu une machine. C'est pas une machine d'émotion, c'est une machine à cash. Oui. À plusieurs égards. Mais ils ont besoin justement de gérer l'émotion des gens pour être en mesure de vendre. L'intelligence artificielle peut aider dans une certaine mesure, mais je vais caricaturer un bête exemple. À l'époque, souvenez-vous, ça va trahir notre âge, quand les New Kids on the Block sont apparus. Hang and Tough, les 5 beaux jeunes hommes à l'écran qui savaient danser,
qui faisait une petite toune accrocheuse. Tout ce qu'on a de besoin à cette heure, c'est de demander à l'intelligence artificielle de développer un beat accrocheur. Et ensuite de ça, parmi un paquet de photos d'éventuels d'artistes et d'éventuels artistes, présenter qui formerait le nouveau boys band. Donc, mettre la machine artificielle à grosse contribution de la mise en marché justement d'un produit musical avec les humains qui l'entourent puis les humains qui la produisent en fait. Là. Ça pourrait être une nouvelle manne justement pour cette industrie-là. Bon, en fait, qui fait l'argent là-dedans, c'est les gros méchants promoteurs, c'est les gros méchants gérants d'artistes, les éditeurs, bon, etc., etc. Mais je pense que l'industrie pourrait faire un virage de cette façon-là. Là. Ouais, disons, l'art pour la consommation, comme elle est vue comme ça, comme le boys band, entre autres, un très bel exemple, où beaucoup de musique pop aussi sont très axés là-dessus, sur la capacité de vendre à grande quantité et non de créer une œuvre originale, si on veut. On a beaucoup de choses. L'AI, c'est vraiment le must, puis c'est eux qui vont être le plus menacés par ça. La vraie création artistique, je pense pas que l'AI est rendu là, puis je sais pas s'il va s'y rendre à un moment donné, mais pour le moment, c'est pas une menace pour les vrais créateurs, mais c'est une menace pour les créateurs de grands marchés où l'argent est important. Là. Écoute, autre élément, faut pas se leurrer. Tu parles de grands créateurs. Les grands créateurs de ce monde, où on conserve leurs œuvres, on les connaît, sont reconnus, sont adulés, sont protégés. C'est pas une manne non plus, là. C'est pas des gens qui recherchaient la gloire, qui recherchaient l'argent. C'est tout simplement des gens qui voulaient avoir une façon de s'exprimer. Puis on va parler d'un Schubert, d'un Mozart, d'un Beethoven de ce monde. Allons dans la peinture. Picasso. Dali. Ou des poèmes Rembrandt, ou peu importe. C'est des gens qui voulaient tout simplement... Il n'y en avait pas beaucoup, là, c'est ça. On n'est pas dans un contexte de marché de masse, on est dans un contexte de création pure et dure. Puis là, je ne suis pas sûr que le AI va venir déloger ça, mais il va déloger le chose de marché. Là. Ça, je suis pas mal d'accord. Là. En fait, il va surtout il va l'accélérer. Il va accélérer le pionnier, celui qui va prendre l'opportunité d'utiliser ce médium-là au lieu de ses sentiments, à l'époque, hein, on choisissait le vecteur poétique, le vecteur musical, le vecteur chant. Là, le vecteur devient l'AI, puis ça va prendre justement... Dans le fond, il va devenir une aide à la décision, comme on a en gestion, va devenir une aide à la création. Oui, c'est une très belle façon de voir. Là. J'ai hâte de voir comment le milieu artistique va adhérer à ce genre de choses-là, au-delà de là, parce que là, tu parles de designer, fait que c'est un contexte plus de base, ou c'est plus de base, la création de logo, c'est pas nécessairement de base, mais l'approche qui est utilisée est plus de base, ont d'amener justement ces créateurs-là peut-être plus loin et de faire émerger plus de créateurs funky qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour leur donner un petit boost supplémentaire. Puis je dénègre aucun artiste là-dedans. Hein. Je connais pas beaucoup le domaine de la création de logos. Je sais par contre que le message que les dirigeants veulent transmettre via le logo est extrêmement important. Donc, le design du logo est très important. On sait que les créateurs de logos, on connaît Nike, on connaît Sony, on connaît, peu importe les grosses marques de ce monde, Apple, c'est quelqu'un là, qui a fait un design, quelqu'un qui y a pensé, quelqu'un qui l'a réfléchi, quelqu'un qui a vendu aussi l'idée à plusieurs personnes avant que ça prenne forme, que ça prenne vie, que ça soit produit, que ça soit publié. L'intelligence artificielle, c'est malheureux, mais c'est un accélérant justement à la production de logos, lequel on peut paramétrer avec toutes sortes de critères pour atteindre peut-être des fois des objectifs plus rapidement avec une production de masse qu'on soumet pour analyse, mais bon. C'est ça, c'est une approche un peu plus de masse sur ce genre de choses-là. Fait que ça serait intéressant de voir comment ça va élaborer. De toute façon, le machine learning et l'intelligence artificielle va bousculer beaucoup de choses dans les prochaines années. Donc, d'ailleurs, il va falloir avoir une réflexion sur l'éthique de cette technologie-là, d'ailleurs, dont éviter l'invasion dans nos vies. Fait qu'on a beaucoup d'éléments comme ça. Donc, ça va être très intéressant à suivre ce genre de choses-là. Puis d'ailleurs, comment ça va bousculer des domaines qui étaient d'apparence plus hermétiques à ces choses-là, dont l'art, entre autres. Là, semble être un peu moins hermétique à ce genre de choses-là. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va retourner tout ça. Passons, autre nouvelle.
Moi, je la nomme un peu fiasco Microsoft parce qu'on va dire que juin, juillet, puis j'espère que ça ne sera pas si pire que ça. Microsoft a connu une tralée de problèmes de sécurité. On a vu avec les Print Nightmare, Petit Potom. On en tout cas, ils ont décidé. Je trouve ça très cute parce qu'ils donnent plein de noms cute à toutes ces nouvelles vulnérabilités majeures-là. C'est un peu un retour, malheureusement, à des problèmes de sécurité très fondamentaux chez Microsoft que je pensais qu'ils étaient réglés, avec toute l'énergie qu'ils ont mis dans la dernière décennie au moins, pour se prémunir de ce genre de choses-là. Donc, c'est un peu étonnant de voir ça réapparaître. Et en aussi grand nombre, j'ai l'impression que c'est comme un mouvement de masse. Il y a quelqu'un qui en a découvert, fait que tout le monde est de plus en plus intéressé à regarder. Fait que de plus en plus de yeux qui regardent, donc de plus en plus de problèmes qui deviennent apparents, de plus en plus d'éléments qui viennent apparents à ce moment-là. Fait que c'est un peu problématique. Et encore, c'est d'autant plus problématique que les correctifs comme Print Nightmare, Microsoft a sorti 2 ou 3 fois avant de réussir à corriger le problème. Fait que donc, il y a comme un élément très intriguant là-dedans, à savoir qu'est-ce qu'il y en est. Et ça nous rappelle aussi à quel point c'est important que, au-delà du fait que le fabricant, dans ce cas-ci Microsoft, mette beaucoup d'énergie à corriger la fiabilité de ces systèmes, comme entreprise, comme entité qui dispose de réseau Microsoft, entre autres, puis c'est la majorité, qu'on mette aussi l'énergie pour configurer correctement, parce que Petit Potom, entre autres, c'est des vieilles technologies qui devraient être désactivées à l'heure actuelle, qui se sont avérées vulnérables. Donc, si c'était désactivé, il n'y a pas de problème. Print Nightmare, pourquoi avoir un spooler d'impression sur un domaine controller? Come on, là. Si vous êtes dans cette situation-là, vous avez un problème de design grave dans votre réseau. Donc, en même temps, c'est une responsabilité qui devient partagée. Donc, c'est aussi une réflexion qu'il faudrait amener à peut-être revisiter comment les réseaux sont faits, comment on défend nos informations et comment on fait nos affaires au lieu de juste réempiler constamment sur les affaires qu'on a. Ah, on l'a toujours fait comme ça, on fait juste réempiler les cochonneries par-dessus des cochonneries. Fait que nos vidanges il y a 20 ans sont encore là, si on ne les a pas nettoyés. Donc, on vit avec ça ou des correctifs express qu'on a mis ou des choses temporaires qui deviennent nécessairement permanentes sont aussi également partie du problème dans ces circonstances-là. Donc, c'est vraiment évalué. Là. Hey, écoute, moi aussi, je suis pour ça. Éventuellement, on baisse le couteau sur une techno parce qu'on passe à l'itération suivante. L'envers de la médaille, je l'ai vu dans ma carrière d'auditeur. J'ai fait des entités qui maintenaient de la super vieille technologie. Hey, pour les bonnes raisons, là, de la bonne vieille technologie qui marche. Puis ces clients-là, lesquels j'ai audités dans ma carrière, sont pas les seuls. Ça veut dire qu'il y a un paquet de clients, probablement, qui ont mis beaucoup de pression et donné beaucoup d'argent pour le maintien de vieux services et de vieilles technologies. Mais, je suis de ton avis, à un moment donné, ça suffit. Tu sais, on dirait qu'il n'y a pas de. Si vous avez un Windows, si vous avez des Windows 2003, là, puis des Windows, même à la limite en carrière, des Windows SE, des SE ou des XP, des Vista, jetez ça au vidange. Ouais. Come on, là, on est rendu en 2021, jetez ça au vidange. Il n'y a plus de raison d'avoir des vieilles technologies comme ça, puis qui ne sont plus entretenues, là. C'est tout ça le problème. Ouais, ça prend le bras de fer. À un moment donné, ça prend le critère. Ça prend le critère qui dit c'est quand le moment où on donne le coup de barre. C'est-tu lorsque, comme tu dis, on a un problème de print spooler, puis ça rentre dans notre infra, puis là, on est fourré. Ben, tu vois, moi, pour moi, ben oui, c'est un excellent critère. Regarde, on est fourré. C'est fini. C'est fini. Tu dis au client que le service est fini, vous avez des backups, rétablissez-le, du support, vous n'avez plus. Là, il faut passer à la nouvelle génération, il faut changer ça. Voici le nouveau produit. Peu importe. Mais il faut qu'à un moment donné, il faut trancher. Là. Ça me fait penser à l'article qu'on a fait où des agents infiltraient des entités parce qu'ils n'étaient pas assez à jour, puis ils mettaient des données de clientèle, puis même des données nationales à risque. Puis à leur insu, ils mettaient à jour les systèmes. Puis le lendemain matin, il y avait un beau petit message, puis probablement une facture du fournisseur, là, que ce soit Microsoft ou l'autre, qui allait rentrer. Oui. Mais c'est un tiers qui a osé le faire là, dans ces circonstances-là. Mais à un moment donné, le fournisseur, il faut juste... faut qu'il établisse le critère, puis la goutte qui fait déborder le vase, puis ça suffit. Là.
Oui, de toute façon, tu l'as mentionné dans les clients que tu as audités qui avaient des vieilles technologies, ils payaient quand même le fournisseur pour qu'il entretienne cette vieille technologie. Même si ça coûtait très cher à bien des égards, c'était quand même, il payait, il était entretenu. On parle de systèmes dans le cas de on va RXP ou 2003, ils ne sont plus entretenus par le fournisseur. Donc, ils sont désuets parce qu'ils sont vieux et ils ne sont plus entretenus non plus. Donc, ils sont laissés à l'abandon par le fournisseur. Puis, ce qui est logique, il ne faut pas cracher sur Microsoft. Là. C'est 2003, là, ça date. Là. C'est 18 ans. Là. C'est un système qui a été installé il y a 18 ans dans des technologies des matériels qui n'existent même plus maintenant. Là. Donc, maintenant... On a pressé le citron assez. Là. Il n'y a plus de jus là-dedans. Là. Écoutez, déjà que vous avez un 2003, c'est pas compliqué. Là. Les nouvelles technologies au niveau du système de fichiers, tout le monde va dire « Ouais, mais c'est NTFS. » La technologie derrière tout ça là, a évolué. C'est beaucoup plus sécuritaire. Vous avez des vieux systèmes, vous voulez migrer, vous frappez un mur. Fait que vous faites tout le temps le ratio. On paye le fournisseur pour un maintien, puis il va nous fabriquer nos mises à jour, puis nous supporter. Ça coûte tant versus un remplacement. Oui, ça va tout le temps être plus. Ça va tout le temps être plus sur le premier coup. Mais au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte qu'en faisant une progression avec le fournisseur, quelques années d'intervalle, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, au niveau de la sécurité, vous allez être beaucoup plus robuste. Donc, vous allez déployer moins d'efforts en termes de sécurité. Je ne dis pas de déployer moins d'efforts. Vous pourriez déployer moins d'efforts. Vous allez sauver des efforts. Sauver des efforts, merci, dans certains secteurs. Puis, vous ne serez pas toujours à la bourre, puis au pied du mur, puis à vous sentir pressé, puis non. Faites-le le pas dans le vide, là. Faites-le, c'est le temps. Puis on vous le dit, là. Tout à fait. Puis ça, c'est une chose. Puis ça amène une nouvelle suivante au niveau du Zero Trust, qui est dans le fond un peu une réponse au problème de Microsoft dans ce cas-ci, et peut-être au futur problème, parce qu'il y en a eu sur Linux. Puis là, j'en passe, il y en a beaucoup. Donc, la mise en place d'une notion de Zero Trust dans laquelle on aborde régulièrement et devient intéressante parce que c'est un moyen qui est à notre disposition pour se prémunir d'une vulnérabilité qui serait dans les logiciels de Microsoft dans ce cas-ci, mais dans Linux ou peu importe la nature, ou même dans le cas d'un SolarWinds, par exemple, aurait limité la portée de cet élément-là. D'ailleurs, le NIST est mis en collaboration avec le NCCOE, justement, pour faire des démonstrations du Zero Trust, parce que c'est un concept qui est très abstrait. Les gens ont besoin, peut-être, les entreprises, d'avoir un exemple concret de la mise en application, puis justement, s'en servir. Il faut aussi considérer que le décret de Biden suivant Colonial change un peu les règles, impose le MFA. Fait que le méchant MFA va être imposé à l'ensemble de l'appareil gouvernemental américain. C'est une très, très bonne chose. Ceux qui résistent et qui n'en ont pas, c'est l'arrivée au 21e siècle. Et incidemment, il va inciter le Zero Trust aussi jusqu'à certains égards. Je n'ai pas lu le détail. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça implique explicitement. Mais ça va être très intéressant de voir à quel point il va faire avancer ça et comment il va utiliser son pouvoir exécutif pour réussir à faire bouger le marché, à faire une adoption beaucoup plus importante de ces technologies-là, qui va nous amener ailleurs, qui va nous amener comme organisation et comme société à un niveau de protection qui va être plus sérieux et qui va effectivement pas faire qu'on va faire les nouvelles à tout bout de champ parce qu'on croche. Hey, tu parles du MFA, ça fait plusieurs années que le MFA existe sous toutes ses formes. Le MFA, c'est raffiné. Vous savez, les technologies... J'ai du MFA depuis 2001. Bon, voilà. Puis, vous voyez, le MFA, c'est pas de la magie. Ça fait un bout que c'est là, mais il y a pas beaucoup d'adhésion, ça c'est vrai. Mais c'est comme n'importe quelle technologie. Ça change vite. C'est qu'à un moment donné, s'il n'y a pas l'adoption, on va passer à une nouvelle technologie où l'adhésion va être encore pire. Peut-être que la pente va être plus... si je parle du MFA versus Zero Trust, vous risquez de trouver ça terrible. Là. Si vous n'avez pas connu le MFA puis on vous passe au Zero Trust, vous risquez de trouver ça terrible à certains égards. Puis ça ne va pas juste prendre un téléphone avec vous. Là.
ça risque de prendre toute votre famille au complet, là, puis votre chien, là, pour vous faire reconnaître, pour pouvoir rentrer dans le système, ou même opérer un type de transaction dans un système donné. Ça risque d'être pas mal plus rock'n'roll. On parle du MFA, on dit que les technologies, à l'époque où j'ai connu Nicolas, on disait que les technologies faisaient un bond de géant tous les 5 ans. Ouais. Là, depuis 10 ans, on dit que ça fait un bond de géant tous les 2 ans. Là, à cette heure, on ne le sait plus. On dirait que ça fait un bond de géant à tous les semaines. Il y a de la nouveauté. À un moment donné, le bond de géant, il risque d'être grand. Là. Très grand. Là, je corrige, c'est même 199 les premiers MFA que j'ai eu à utiliser. Donc, ça date. Là, puis c'était du RSA Secure ID en 99. Donc, ça fait un bail là, que j'utilise ce genre de technologie-là. J'en suis pas mort. Sauf que là, c'est peut-être l'élément grand public. Puis tu parles du bon, puis c'est très intéressant parce que le fait de resetter, disons, quand on consomme des services publics, comme Facebook, Google et compagnie, si on déjà l'usage pour faire resetter son mot de passe, c'est déjà complexe, ça demande déjà certaines étapes plus évoluées. Le fait de perdre son téléphone sur lequel le MFA est actif devient complexe encore d'autant plus, puisque à ce moment-là, le chemin pour nous amener à récupérer notre compte est d'autant plus grave. J'ai eu à le faire pour un de mes comptes, puis c'est vraiment, vraiment désagréable. Si on n'est pas prêt, si on ne s'est pas familiarisé avec cette technologie-là, comme tu dis, le bond va être immense et on va se retrouver dans des situations très difficiles. Pour les personnes qui ont tendance à briser ou à perdre disons, leur cellulaire régulièrement, eux vont trouver ça très difficile de devoir se retrouver dans un contexte où, à tout bout de champ, ils vont devoir embarquer dans le processus de réinitialisation de leur MFA et comment gérer ça, ça va être atroce s'ils ne sont pas prêts à faire ce bond-là en question. Là. Ah, écoute, tu amènes un bon point. Parce que le MFA en soi, c'est un bond de géant. Comme tu dis, perdre sa clé MFA, perdre son mécanisme MFA, je vais l'appeler comme ça, puis faire la démarche de réinitialisation et récupération, c'est un autre ballgame. C'est un autre ballgame que de juste pas avoir son téléphone pour faire sa deuxième authentification, en fait, démontrer son authentification. Ça, c'est pas si mal, là. Le téléphone, il est où? Il est dans le char, le téléphone est dans la chambre. Perdre tout ça puis recommencer la démarche quand on n'a pas été confronté ou qu'on ne connaît pas le concept, c'est vrai que ça devient un petit peu... C'est irritant. Puis souvent, vous faites ça avec des entités qui, vous ont octroyé une clé secrète, un mécanisme, un algorithme secret. Ils ne vous connaissent pas sous le seul approvisionnement des informations que vous leur avez données. Et là, de remonter la chaîne puis de recommencer ça. Ces gens-là qui ne vous ont jamais vu, mais qui vous ont fait confiance lors de l'enregistrement, il faut démontrer que vous êtes bel et bien la personne que vous prétendez être. Il y a un mécanisme et une structure qui est assez complexe. Oui, c'est vraiment pas agréable. Puis, à revenir sur le Zero Trust, puis justement, il y avait un article complémentaire que j'ai vu de quelqu'un qui était un détracteur du Zero Trust. C'est très intéressant d'en parler aussi parce qu'il n'y a pas juste du mérite à ça. Cette personne-là, puis c'est un détracteur parce que ça va contre ses intérêts à elle. Donc, cette personne dit que ça traite tout le monde comme des criminels, que ça met des éléments comme ça, jusqu'à quel point on va se protéger des hackers et machin. Et on va plus loin dans l'article, on se rend compte que cette personne-là, elle, favorise l'usage de l'intelligence artificielle pour une plus grande fluidité de l'information dans laquelle le Zero Trust, justement, va à l'encontre de cette notion-là, de fluidité de l'information, justement, parce qu'on veut contrôler notre information sensible, qui est quand même nos joyaux, qui est quand même l'élément essentiel de notre compagnie ou notre business ou peu importe qu'est-ce qu'on fait, mais elle est précieuse. Donc, de le bloquer, moi, j'y vois pas de problème. Je vois plus que son appétit à lui à développer sa technologie ou à se mettre ces choses en place démontre un certain, peut-être, un regard intéressant, une collision entre deux aspirations qui sont contraires. Là. Non, mais écoute, je pense qu'il faut. Avec un débat d'idées comme ça, il y a pas juste du mauvais qui ressort. Là, souvent, il y a une bien meilleure interprétation des deux concepts. Puis chacun a ses avantages et inconvénients. Mais comme tu viens de le dire, à un moment donné, c'est une gestion de risque. Oui, c'est ça. Puis ça va permettre justement à avancer, à évoluer ce genre de choses-là. Donc, c'est important d'avoir des opinions divergentes.
Dans ce cas-ci, on voit que celui-ci est clairement teinté parce que lui a un intérêt financier associé à ça. Fait que ça, c'est clair qu'on on voit son intérêt, mais ça amène quand même un point intéressant à la discussion, puis peut-être même à améliorer le concept ou à le faire évoluer vers d'autres choses. Il y a le SASI qui s'en vient aussi, qui est une autre alternative au Zero Trust, mais qui est un peu dans un même genre de notion qui vient contrôler le périmètre et qu'on va voir réapparaître énormément à cause du télétravail massif, ce genre de choses-là. Fait que toute la notion de sécurité, comme on la faisait dans une forteresse, dans nos réseaux d'entreprise, d'avoir transformé ça un peu, le transférer à la maison. Comment nos informations sortent du réseau sans sortir du réseau et demeurent en sécurité, ça va être beaucoup de questions à adresser de ce côté-là. Passons à la nouvelle suivante, tiens, puis tant on adresse toujours sur le AI comme une nouvelle de fond. Le Pentagone est capable de voir plusieurs jours d'avance, des événements de plusieurs jours d'avance. On se retrouve quasiment dans un film de science-fiction. Oui, écoutez, c'est le Pentagone là, qui a révélé justement avoir développé un algorithme soumis à leur intelligence artificielle dans un contexte militaire. Je trouve ça fort intéressant. Tantôt, on parlait de l'intelligence artificielle, production de logos. Là, on parle d'intelligence artificielle, puis pour la défense, puis je vais dire ici, la meilleure défense, c'est l'attaque. Là. C'est complètement différent. Là. C'est dans un contexte militaire. Le Pentagone a, à partir de son infrastructure d'intelligence artificielle, déployé un algorithme, puis ils ont établi des critères et puis ont fait 11 simulations. Ils ont produit 11 simulations où ils ont utilisé à partir de toutes sortes de médias et de médiums à travers le globe, autant militaires accessibles que civils accessibles, permis justement à l'algorithme de récupérer l'ensemble des informations, de développer un modèle, et puis ils sont passés dans un mode où justement il y avait probablement, ils voulaient savoir si un ennemi, l'objectif c'était, le scénario, c'est un ennemi pourrait potentiellement bientôt attaquer les États-Unis. On rentrait un paquet de data militaire et civile. Puis l'algorithme, de façon prédictive, au niveau des simulations, a extrêmement bien répondu, jusqu'à même être allé à détecter le départ d'un sous-marin d'un port, d'un pays. Ils ne disent pas ici si c'est un pays allié ou ennemi, mais l'intelligence a été capable de naviguer probablement sur les réseaux militaires, les réseaux civils à travers le globe, puis détecter toutes sortes d'informations, que ce soit des médias locaux, télévision, des conversations non chiffrées, etc. Et puis, il est arrivé à un modèle prédictif où ils ont été en mesure, puis le scénario n'était pas compliqué, c'est un takeover du canal de Panama. Et puis, leur algorithme a fonctionné. Donc, ils ont été en mesure, à partir de données simulées, bien entendu, très dispersées. L'intelligence artificielle est arrivée avant temps en disant « Nous sommes quelques jours avant une possible takeover du canal de Panama. Clique, ça va se faire de telle façon. » Wow! Honnêtement, là, je trouve ça superbe. Ça peut-tu aller plus loin? Là, on parle d'un possible takeover pour une possible défense. On va faire quoi quand on va dire « Je suis celui qui a l'intelligence artificielle et qui veut faire le takeover du canal de Panama ». Là, c'est complètement différent. Comment je vais pouvoir dissimuler mes actions? Comment je pourrais procéder, etc. Il y a toutes sortes de beaux petits scénarios intéressants qui s'installent là. De toute façon, on peut y voir facilement le Terminator. Hein? C'est ça, on peut, tant qu'à faire un film un peu plus legacy, ce modèle-là est amplement utilisé. De Westworld aussi, la série adresse ce genre de choses-là où on voit la simulation ultime, où il y a une prévision et une vision qui est immense de l'avenir. Donc, on a plusieurs films comme ça, comment faire ça. Puis de façon, puis en même temps, c'est un peu troublant comme humain de savoir qu'au final, on est si prévisible que ça, puisqu'on a un simple algorithme qui est capable de prévoir ce genre de choses-là. Donc, c'est un peu... Écoute, un peu troublant. Je ne sais pas s'ils ont mis la simulation en mode easy, medium ou expert. Tu sais,
on rit bien ici, là. Oui, Mais non, mais t'as raison, là. T'as raison. Écoutez, dans quelqu'un qui a envie de faire la guerre, un takeover ou quoi que ce soit, va limiter les communications, va trouver une méthode justement pour limiter les communications. J'ose espérer, là, bien entendu. S'il veut amener à bien ses missions, là. En fait, ça a toujours été le secret d'une mission qui est bien menée, c'est de limiter le plus possible la divulgation d'informations qui pourraient compromettre la mission. Mais écoutez, là, ils ont testé leur simulateur, ça a bien fonctionné. Comme je viens de dire, on n'a pas plus de data que ça. Est-ce que c'était très éloquent comme données qui ont entré d'un point de vue civil et militaire? L'intelligence artificielle accède facilement à un résultat. Est-ce qu'il y a eu collection, croisement, différents simulateurs avec différents résultats pour éventuellement rejeter puis conserver quelques résultats? Je ne le sais pas. Rendu là, c'est pas mentionné. Mais c'est intéressant. Je trouve ça intéressant comme histoire. Je dirais pas comme application, mais comme histoire. Effectivement, mais de toute façon, puis ça soulève encore le point que j'ai déjà soulevé. Tout le fait de baliser au niveau éthique, comment on va cadrer ça, parce que c'est quand même des outils très puissants. Puis il ne faut pas oublier que la science-fiction est un gentil avertissement de ce qui nous guette si on ne fait pas attention à ce genre de choses-là et comment ça peut tourner. Il ne faut pas être c'est pas parce que je suis négatif, pessimiste, je suis plus un fataliste. Fait que je sais que si ça doit mal tourner, ça va finir par mal tourner parce que si on ajoute des humains dans l'équation, les humains vont nécessairement laisser leurs intérêts personnels primer de temps à autre et mener à des circonstances un peu plus désastreuses, disons. Sentiment l'emporte sur la raison. Assez souvent, oui. En passant, le Terminator, quand il a terminé sa mission, son programme prévoit qu'il doit avoir une vie normale. Donc, le Terminator qu'on connaît vend du textile. Si tu ne l'as pas vu, là, il vend du textile. Parce qu'il a fini sa mission. Bon. C'est ça. Ah, tant mieux. Finissons avec une dernière nouvelle qui est un peu plus sympathique, celle-là. C'est No More Ransom Project, qui est essentiellement un site qui rassemble tous les codes pour défaire les rançons logicielles. Donc, les mots de passe et ainsi de suite, là, les clés de chiffrement qui aident justement les gens à ne pas avoir à payer la rançon et se sauver, disons, dans ce cas-ci, il parle de 1 milliard de dollars qui aurait été sauvé sur une période de 5 ans. Donc, c'est un projet très intéressant, pas assez connu, c'est pour ça qu'on en parle. Donc, c'est très important de diffuser cette information-là. Par ailleurs, eux, ça va vous sauver le paiement de la rançon. Mais les vieux rançons logiciels ne faisaient justement que rançonner. Les nouveaux, c'est que quand vous êtes donné sont chiffrés, c'est que généralement, ils ont copié tous vos données, se sont enfuis avec, sont déjà en train de les vendre sur le dark web. Et le dernier coup de semence, en fond, le dernier argent qu'ils essaient d'extraire de vous autres, c'est d'aller vous rançonner. Donc, il est quand même un peu tard rendu là. Ça va quand même vous permettre de continuer à opérer, mais ça ne vous sauvera pas le fait que vos données sont quand même sur le dark web. Interesting. Fait que ça mène à ça. Fait que. Ça veut dire que tu es en train de dire qu'au niveau du secteur de la rançongicialisation, le fait de demander une rançon est dans plusieurs cas le dernier maillon de la chaîne. Oui. Donc, tout le citron qu'on peut presser est pressé, puis ensuite de ça, c'est. Il ne reste plus de jus, il ne reste plus rien. Cette approche-là, en tout cas, moi, dans ma connaissance, je l'ai été confronté fin de l'été 2019, qu'on a carrément vu ce genre de méthode-là changer d'une approche qui était juste on rançonne puis c'est tout, à une approche on vole et ensuite on rançonne. Dans certains cas, même, puis là, ça s'est même raffiné depuis, ils sont vraiment cochons. C'est-à-dire, ils volent, ils effacent les backups, puis ensuite ils chiffrent pour rançonner. Fait que t'es comme pris dans un contexte où sont vraiment cochons. Puis il se base aussi sur le fait que les entreprises, avec les années, se sont débarrassées souvent des tapes, des backups sur tape pour justement avoir des backups sur disque parce que c'est beaucoup plus rapide, plus efficace, puis c'est bon, ça a beaucoup d'avantages. Dans un cas, on relève d'un sinistre conventionnel. Par contre, ça va dans une relève d'un sinistre par rançon logiciel.
c'est beaucoup moins, puis les malveillants le savent, donc ils effacent ce backup-là avant de rançonner. Fait que là, on se retrouve avec plus de backup et des données chiffrées. Hey, c'est intéressant ce que tu viens de dire, puis je parle pas vraiment du rançongiciel. Je parle là du modèle backup classique sur tape. Comment ça l'a insidieusement disparu, comment ça s'est dilué pour en arriver à un Oracle avec des snapshots, qui est fort intéressant, by the way, parce que c'est beaucoup moins volumineux. Puis on parle on peut arriver avec des gigas et des gigas en moins d'une demi-journée là, à récupérer avec une perte ça dépend de votre ratio de perte. Là. Une entité que j'ai vue, eux autres, c'était 15 minutes. Fait que c'est extrêmement performant, mais ça a dématérialisé complètement le bon vieux concept. Puis au travers de ça, il y a le bon vieux concept aussi de site de relève qui a été aussi, d'une certaine façon, dilué dans tout ce scénario-là. Je ne sais pas si on pourrait peut-être faire un podcast justement là-dessus là, pour... parle pas d'historique, mais de voir comment, de façon... C'est pas insidieux. C'est de façon où on a été vraiment dans un aveuglé avec des nouvelles méthodes, des nouvelles technologies, puis du maudit bon pricing, puis de la performance épouvantable, où on se rend compte que le rançongiciel a pu s'insérer, puis c'est devenu une facilité pour eux de venir nous faire chanter. Tout à fait. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les incitatifs, toi, tu parles de modèle financier, entre autres, les différents incitatifs pour la relève ont été dans cette direction-là parce que ce qu'on affrontait en relève, c'était généralement une avarie de type naturel, panne électrique, tremblement de terre, et ainsi de suite. Donc, on est très bien équipé pour répondre à ça. Et ça, là, je vais mettre un peu un petit blâme sur les vérificateurs avec leur grille statique qui n'a pas évolué avec le temps. Bien, cette grille-là a incité les organisations à mettre beaucoup d'énergie sur ce genre de choses-là, à raison en partie. Par contre, comme cette grille-là n'a pas évolué rapidement à la même vitesse que le marché, bien, les entreprises ont juste resté figées dans cette approche-là, qui est bonne, mais qui n'a pas suivi, qui ne couvre pas les nouveaux risques et les nouveaux désastres maintenant qu'on peut connaître, qui sont maintenant humains plus que naturels. Oui, tu as tout à fait raison. Ça pourrait être un petit élément intéressant là, de voir une petite chronologie, puis on n'a pas science infuse, puis on n'aura pas toutes vos réponses, mais on peut vous parler selon nos différentes expériences et ce qu'on a vu, sans révéler qui que ce soit, mais les différents éléments qu'on a vus, on a connus, et que dans certains cas, auraient pu sauver beaucoup d'entreprises de perte de productivité, en fait, arrêt de service, perte de données, productivité, perte d'argent. Il y a des modèles, souviens-toi quand on s'est connus, là, le fameux DLT 80 là, que j'allais porter à la banque à tous les midis. Je ne suis pas sorti souvent pour le récupérer, mais ça m'est arrivé et c'était pas compliqué. On pitch dans le tape. On se rend compte que c'est long à sortir l'index épouvantable, mais une fois qu'on avait les fichiers, c'était très ciblé. Pitch ça là, c'est-tu là? Oui, c'est bon, on ressort le tape pour pitch à la banque. C'est pas très énergivore, là, puis, ben, pas énergivore. Si on calcule en taux horaire, là, en 2 heures, je vais à la banque, je reviens, je récupère, je retourne à la banque, je reviens. 2 heures, c'est fait, la personne est heureuse, puis si j'avais eu un système au complet à remonter, c'est pas compliqué. J'aurais dit aux gens de retourner chez eux. J'aurais fait un arrêt de service au complet, j'aurais remonté à côté. Après ça, on serait reparti sur une base neuve. Ça m'est déjà arrivé pour des grosses bases de données à l'époque. Mais ça marchait, là. Oui, puis ça marche, mais c'est juste parce que dans le contexte on parlait de reprise, mais de continuité des affaires là, dans un PCA, c'est important de contenir justement l'évolution de la menace et la vitesse de relève aussi qu'on est capable de tolérer. Est-ce qu'on a besoin d'un service qu'on a besoin de revenir dans 1 heure? On a besoin d'un service qui peut tolérer 24, 48, une semaine, 1 mois avant d'être remonté. Là. Ça aussi, c'est un peu absent. Puis je pense qu'on devrait effectivement faire un épisode dédié à ça parce que c'est quand même un sujet en soi au niveau de la continuité, relève, backup et tout ce que ça fait comme chose. C'est bon. Je vais me pencher là-dessus. J'ai des bonnes idées. C'est des bonnes idées, mais tant mieux.
Ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. Dans le fond, le 3e épisode pour nous en présentiel. Celui-ci a l'air d'avoir été, somme toute, mieux. On verra rendu au montage comment tout ça se déroule. Yes. Merci. Salut.